Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce 23e aparté de l'étape dédié aux chatbots et assistants vocaux. Mais qui sont ces bots qui parlent avec nos usagers? On a la chance aujourd'hui d'accueillir Zoé Aigerter, qui est designer et qui va nous parler de ce thème passionnant. Juste un petit peu avant qu'on se lance dans le vif du sujet, un petit mot d'introduction pour vous rappeler ce que sont ces apartés. Ce sont des formats qu'on organise toutes les semaines, tous les vendredis à 11 heures, pour conclure la semaine avec douceur et surtout en s'inspirant sur des thèmes passionnants qui sont relatifs, voilà, nouveaux modes de travail, nouveau monde du travail, que vous pouvez tous retrouver sur la chaîne YouTube de La Fabrique RH et qui s'ancre dans la programmation d'un lieu qui s'appelle l'Étape, l'espace de travail des agents publics, le tout premier espace de coworking dédié aux agents publics franciliens. Quelle que soit leur administration ou leur fonction publique, on les accueille dans ce lieu qui est situé dans le 9e arrondissement et qui accueille à la fois les télétravailleurs qui ont un petit peu marre de leurs quatre murs, qui ont besoin de retrouver un collectif de travail stimulant composé d'agents publics qui viennent d'administrations très différentes. On accueille aussi les agents publics qui sont plutôt nomades et qui ont besoin d'un lieu autre qu'un café pour pouvoir se poser entre deux déplacements professionnels, avant une réunion, après une réunion, et puis, euh, et puis s'éviter des temps de transport à rallonge. Et puis, on accueille aussi des agents publics qui sont membres d'une équipe projet, parce qu'on a la chance d'avoir un espace créatif qui peut être réservé sur plusieurs jours pour vous permettre voilà, de profiter d'un tiers-lieu neutre et créatif pour accélérer votre projet. Sans plus attendre, je vais vous proposer qu'on se penche sur le thème de la semaine, celui des chatbots et assistants vocaux. On est très intéressé par cette thématique parce qu'il se trouve que la préfecture de la région d'Île-de-France a déployé un chatbot qui s'appelle Noah, comme nous orienter dans l'administration, qui vise à faciliter les démarches administratives des startups. Et quand on commençait à se plonger dans ce travail-là, et à l'époque, c'était pas forcément très, très répandu dans l'administration. On a découvert que voilà, toutes ces technologies du langage, des interfaces conversationnelles, des expériences aussi qu'on pouvait proposer à nos usagers, un peu dans une logique de modernisation de nos relations avec nos usagers. C'était assez intéressant de se pencher sur ces nouvelles technologies et de se demander comment est-ce qu'elles sont mises en place, quelle expérience ça peut proposer et quelles sont finalement les relations un petit peu entre l'humain et l'intelligence artificielle. Et pour traiter de ce sujet, je vous le disais en tout début d'intervention, on a la chance d'accueillir aujourd'hui Zoé Aigerter, qui est designer et qui accompagne la conception de services dédiés aux usagers. Elle a cofondé Postillon Prospective, qui est une démarche prospective et créative qui s'adresse à tous ceux qui souhaitent être accompagnés dans leur réflexion et leur stratégie. Et elle intervient aussi à l'ENSI, au sein du Master Dimi de Paris 13 et à l'ENA, pour transmettre la culture du design et un petit peu accompagner les designers de demain. Zoé, je Oui, vous laisse la main. merci beaucoup Marine. Moi, j'avais prévu de me présenter aussi un peu, donc je vais peut-être un tout petit peu répéter. En tout cas, merci d'être là et merci pour cette invitation. Donc effectivement, je suis designer et je travaille avec de nombreuses collectivités, des institutions et au sein d'une chaire que vous avez citée, qui est la chaire Innovation publique, qui donc est une chaire qui s'est montée en collaboration entre l'ENA, l'ENSI, qui est une école de design, Sciences Po et Polytechnique, donc quelque chose d'assez singulier. Et moi, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle les interfaces conversationnelles pour plusieurs raisons et je vais y revenir. Hem, Hop, pardon, comme je suis entre 2 présentations, voilà, je vais parfois avoir des petits ralentissements entre ce que je dis et ce que je montre, faudra m'excuser. Comme vous l'avez dit Marine, j'ai fondé une démarche qui s'appelle Poession prospective et qui propose d'explorer les futurs technologiques de la parole. Alors d'une façon un peu particulière, l'idée dans cette démarche, c'est de faire un détour par le futur en travaillant sur des scénarios qui peuvent être spéculatifs pour aller regarder des angles morts, des écueils possibles, des situations de vie auxquelles on n'aurait pas pensé en regardant les choses strictement du point de vue du présent.
Donc, il s'agit vraiment de regarder le futur avec les yeux du présent, hein. On n'est pas dans la boule de cristal, mais c'est vraiment un outil, on va dire, critique et un outil créatif très, très utile pour construire des démarches stratégiques, mais aussi pour éventuellement traiter d'enjeux éthiques qu'on ne verrait pas si on regardait les choses à trop court terme. Donc ça, c'est posture prospective. Et puis, il y a aussi voilà, un studio qui s'appelle Les Causeuses électroniques, qui là est vraiment un studio de design dédié à la création d'expériences qui peuvent être sonores et aussi vocales. Donc moi, ça fait à peu près 5 ans maintenant que je travaille sur des applications conversationnelles. Pourquoi? Bah, parce que je trouve que c'est un sujet très, très intéressant. Mais mon point de départ, moi, c'est vraiment la parole, en fait. C'est la parole qui va m'intéresser, le langage. Et ce qui m'a amenée à travailler sur les machines qui parlent, bah, c'est justement un constat qui est assez fascinant au départ et même peut-être un petit peu inquiétant, qui est celui qui consiste à se dire qu'en fait, nous n'avons plus bah, le monopole de la parole. Les machines se mettent à nous répondre, à dialoguer avec nous, parfois même sans nous. Je parle bien sûr des chatbots, des assistants vocaux, et surtout, elles utilisent notre langage et sont potentiellement capables de comprendre toutes les langues. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces systèmes de dialogue humain-machine, c'est comme ça qu'on les appelle, ou programmes conversationnels, ils créent finalement des nouveaux espaces de parole. Mais aussi et surtout, ils transforment notre relation à la technologie. On n'est plus du tout dans un ordinateur avec un écran, une souris, qui est vraiment une interface graphique qui a mené de nouveaux codes, en fait, de nouveaux codes dans la façon de travailler, dans la façon de communiquer, etc. Là, on est dans une situation où, quelque part, la technologie est humanisée. Elle va essayer d'imiter les modes de conversation, les modes de communication humain-humain et donc quelque part déplacer un petit peu la frontière entre, l'humain et l'artificiel. Donc quelque part, travailler sur des applications conversationnelles, c'est, mettre un pied dans le futur, un futur qui, voilà, qui s'annonce un peu plus relationnel, mais aussi source d'ambiguïté, hein. Là, je vous ai mis une image, d'un robot, développé par une entreprise japonaise. C'est questionnant en fait de voir, voilà, un visage qui est, à la fois très réaliste et en même temps on y voit quand même encore le plastique et cetera. Qu'est-ce que c'est que ce scénario? Alors, on met un pied dans le futur, mais il faut être aussi réaliste et un peu historien dans notre façon de regarder ça, parce que c'est un futur qui est en marche depuis les années 50 quand même, hein. L'intelligence artificielle, c'est un domaine de recherche qui s'est beaucoup développé, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale. Je pense en particulier à un chercheur qui est très connu dans ce domaine-là, qui est Alan Turing, et qui lui, va se poser la question de qu'est-ce que c'est que l'intelligence et qu'est-ce que c'est qu'une machine intelligente. Et donc Turing, il invente un test qu'on connaît sous le nom de test de Turing, qui consiste à se demander bah, comment est-ce qu'on fait pour tester l'intelligence d'un système. Et donc son idée, c'est d'analyser finalement la faculté d'une machine à imiter la conversation humaine. Ce qui se dit, c'est que si un humain croit qu'il parle avec un autre humain alors qu'il parle avec un programme, alors c'est que le programme a fait suffisamment preuve d'intelligence. Et donc c'est très intéressant parce que ça souligne un aspect qui est incontournable dans toutes ces machines parlantes, c'est qu'en fait il s'agit d'un jeu d'imitation, hein. Ça veut dire que l'ordinateur, le programme, il va être capable d'abord formellement d'avoir un comportement humain. Donc il va imiter qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui caractérise, l'attitude humaine dans une conversation et c'est à travers le prisme de cette, apparence qu'on va, projeter une forme d'intelligence. D'ailleurs, ce test, hein, aujourd'hui, il est assez controversé pour cette raison, parce que justement, c'est, quelque chose de différent d'être capable d'imiter une forme d'intelligence humanisée et d'être vraiment, capable de fournir de l'intelligence. Et bien sûr, le terme d'intelligence artificielle, il surfe, hein, sur ce flou-là. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? En fait, c'est la question de départ. Et d'ailleurs, c'est la question qui a, été vraiment la moteur des premières recherches dans ce domaine-là. La question, c'était pas, qu'est-ce que c'est une machine intelligente? La première question, c'était comment étudier l'intelligence humaine? Donc on
va recréer des systèmes artificiels pour créer des conditions de laboratoire, en fait, des conditions observables, et ça va nous permettre de mieux comprendre l'intelligence humaine. Et puis, au fur et à mesure, assez vite, à vrai dire, la question de l'intelligence machinique est devenue assez omniprésente. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour vous donner du contexte. Hem, Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est de descendre vraiment au niveau du comment. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est qu'une interface conversationnelle? Alors, je vais vous partager, hein, quelques-uns des projets sur lesquels j'ai travaillé, mais je vais, avant ça, insister un peu sur ce que je considère comme des enjeux vraiment importants, quand il s'agit de concevoir des interfaces conversationnelles, du point de vue des services publics, de leurs relations aux usagers, aux habitants, aux citoyens, qu'ils ont pour rôle d'accompagner. Alors déjà, pour commencer, hein, dans les interfaces conversationnelles, il y a 2 grandes familles d'interfaces. On a celles qui sont vocales, ça va être des assistants vocaux qui intègrent différentes applications vocales, hein. Faut pas oublier qu'un assistant vocal, type Google Assistant, Alexa, tout ça, ce sont des plateformes, hein, ce sont des sortes de systèmes d'exploitation. Comme sur mon ordinateur, j'ai un système d'exploitation, mais après, je vais installer plein d'autres logiciels, plein d'autres fonctionnalités. Les assistants vocaux, c'est un peu pareil. J'ai un système global, une architecture globale dans laquelle je vais pouvoir venir installer en fait des applications supplémentaires et qui peuvent être portées par des tiers, qui sont des acteurs privés, des entreprises ou publics. Les interfaces vocales, ça peut être aussi ce qu'on appelle des callbots, qui sont en fait des sortes d'assistants téléphoniques. Au lieu de passer par une application sur mon téléphone ou ce qu'on appelle un smart speaker, hein, ce qu'on voit là un petit peu sur l'image. En fait, je téléphone et ce n'est pas une personne qui me répond, mais un programme conversationnel. Et puis de l'autre côté, eh ben, on a bien sûr les applications, les interfaces conversationnelles, pardon, qui passent par l'écrit et qui sont les chatbots, voilà, qu'on voit à gauche dans l'image. Alors, ce qui est vraiment, au cœur de tout ça, c'est, une promesse. Alors, il y a beaucoup de promesses, hein, associées à ces interfaces, mais vraiment la première d'entre elles, je dirais que c'est celle de nous promettre d'interagir de façon spontanée, en langage naturel, avec un programme informatique. Je parle, j'écris et on me répond de façon adaptée. On parle même en fait d'interface naturelle, même si, comme vous le savez déjà, hein, ici, le naturel, il est très culturel. Mais quand même, la question qui se pose du coup, si la promesse, c'est cette hyper accessibilité, cette espèce de, comment est-ce qu'on dit parfois? J'aime pas trop ce terme, intuitivité, voilà, est-ce que c'est intuitif? Je trouve que c'est très ambigu comme terme, mais on parle bien de ça. Et ben, comment est-ce qu'on fait pour permettre aux usagers de s'exprimer réellement de façon spontanée, c'est-à-dire sans apprentissage? Hein, parce que un des grands sujets qui est arrivé avec l'informatique personnelle, c'est finalement, OK, on sait construire des ordinateurs plus petits, plus compacts, des logiciels plus simples, mais malgré ça, il y a toute une culture informatique à avoir pour être réellement à l'aise, et c'est un sujet très actuel, pour être réellement à l'aise avec tous ces outils. Et donc, ce que proposent ces interfaces conversationnelles, c'est qu'il n'y ait pas d'apprentissage. Alors, est-ce que c'est vrai? Je vais en parler justement. Mais surtout, comment est-ce qu'on fait pour tenir cette promesse? Donc, je vais commencer à vous répondre d'abord d'un point de vue un peu technologique, c'est-à-dire en regardant comment fonctionnent ces systèmes. Alors aujourd'hui, une interface conversationnelle, qui est donc un système de dialogue humain-machine, ça repose sur trois briques technologiques. La première, c'est la compréhension du langage. Et elle repose, cette brique-là va reposer vraiment sur un certain niveau d'intelligence artificielle, je vais y revenir un tout petit peu, mais qui consiste, alors que ce soit que le contenu à l'entrée soit de la parole ou de l'écrit, il y a une première étape de toute façon de transcription, hein. Si je parle, on transcrit, si c'est du chat, bah, c'est déjà écrit. Et il y a une partie d'analyse, on appelle ça le NLU pour Natural Language Understanding. Il y a une partie d'analyse de cette phrase. Mais vous allez voir que le terme de compréhension, il est à comprendre d'une façon un peu ajustée. L'autre brique, c'est la gestion du dialogue, c'est-à-dire qu'est-ce que le programme va répondre en fonction de ce qu'il a compris de la demande de l'utilisateur. Donc vraiment, c'est la brique pivot, si vous voulez. Et puis, la troisième, ça va être la génération de la réponse. Qu'est-ce qu'on répond? Donc, la phrase, vraiment. Et puis, si on est dans une interface vocale, et ben, sa vocalisation.
Donc, quand il y a une interface vocale, en fait, on va faire du text-to-speech. On va vocaliser avec une voix de synthèse la réponse qui a été choisie par le système. OK, donc ça, c'est un peu général. En fait, aujourd'hui, la complexité, elle va résider vraiment dans un premier point qui est crucial, qui est le fait de comprendre l'intention de l'utilisateur, ses intentions. Quand vous demandez quel temps il va faire demain, il y a derrière, c'est pas juste, une phrase comme ça qui est évidente. Il y a derrière une intention qui est de connaître la météo. Le programme, lui, il peut transcrire ce que vous dites, il peut identifier les informations principales, en faisant donc de l'analyse automatique, demain par exemple, quel temps, des choses comme ça. Mais il ne peut pas deviner tout seul la réponse que vous attendez. Ça, c'est vraiment important en fait. On n'y pense pas parce qu'on le fait de façon tellement intuitive pour le coup entre humains qu'on ne réalise pas qu'il y a vraiment, une dimension d'analyse dans le sens qui en fait est très compliqué à faire, automatiquement. Et donc du coup, pour comprendre ce qui se passe derrière une phrase, quel est le sens réel d'une phrase, il y a un gros travail d'anticipation qui doit être fait. Alors ce travail, d'anticipation, il consiste à, se demander quelles sont toutes les demandes, toutes les formulations, tous les énoncés qu'une personne est susceptible de demander, de formuler sur un sujet, pour pouvoir ensuite y associer, la réponse qu'on voudra envoyer. Et ce travail d'anticipation, en fait, des expressions d'intention, si on veut, c'est vraiment un des travails cruciaux de l'équipe de conception de votre bot ou votre application vocale. Alors bien sûr, c'est un travail d'équipe. Il y a des designers comme moi qui vont travailler sur la conception des dialogues. Il y a aussi des experts en linguistique hein, qui vont travailler sur le modèle d'apprentissage du programme. Et puis, il y a des développeurs qui, eux, vont travailler un peu plus sur la partie, pas la partie apprentissage vraiment du langage automatique, mais vraiment sur le développement du service en lui-même. Et donc, comme je le disais, hop, finalement, ce qui est très intéressant quand on raconte ça, c'est que, ce sont bien les humains, hein, c'est cette équipe de conception et non pas des programmes d'intelligence artificielle, qui seraient entraînés en amont, qui vont écrire l'ensemble des répliques du programme, mais aussi anticiper l'ensemble des répliques quelque part de l'utilisateur. Donc c'est un peu comme si on était dialoguiste au théâtre et finalement on écrivait vraiment un peu les 2 rôles, pour faire correspondre ces demandes d'utilisateurs qui sont, en fait des familles d'intentions, hein. Si je demande la météo, je peux dire, quel temps il va faire demain? C'est quoi la météo de demain? Est-ce qu'il va faire beau demain? J'ai plein de façons d'exprimer la même intention. Et ben, on va faire des familles d'intentions comme ça, pour pouvoir leur flécher des familles de réponses. Donc ce que je voulais vous dire avec tout ça, c'est qu'il y a vraiment, on est loin de la magie. Il y a vraiment un gros travail d'anticipation, qui est nécessaire. Et finalement, il faut bien le dire, ces interfaces conversationnelles, aujourd'hui, ce sont des sortes de pantins technologiques qui sont dotés d'un script et parfois d'une voix de synthèse. Donc voilà, c'est très important, je pense, de démystifier un petit peu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui, mais c'est parce que ces programmes, ils n'intègrent pas ce qu'on appelle, de théorie de l'esprit. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable aujourd'hui, de modéliser, ce que nous, on a tous, en nous et ce qu'on a appris, au fur et à mesure de notre existence, c'est-à-dire, des capacités à interpréter les comportements des autres. Vous êtes dans une pièce, quelqu'un ouvre tout d'un coup la porte, passe la tête et repart. Vous vous dites ah, cette personne cherche quelqu'un ou elle s'est trompée de lieu. Un programme ne se dira jamais ça en fait. Il dira juste genre éventuellement présence humaine, entrée dans une pièce. Mais il n'y aura pas cette interprétation que nous on fait toujours spontanément, quitte à se tromper. Voilà, donc du coup, ce qui est notable, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe de conception, les designers de l'interface, ils se situent vraiment finalement entre l'IA, qui est la partie, transcription automatique du langage et analyse, syntaxique, on va dire, sémantique de la phrase, premier niveau d'analyse sémantique et l'utilisateur. Donc on est vraiment le chaînon, manquant, si vous voulez. Donc conclusion, hein, les interfaces conversationnelles, elles ont un vrai potentiel en termes d'inclusion numérique parce qu'effectivement, elles proposent d'interagir avec le numérique en utilisant les modes de communication humain-humain, mais ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que sans ce travail de conception qui est centré sur les personnes, leur façon de parler, leurs besoins réels, le système, il va tout simplement répondre à côté, Heu,
ne pas comprendre ou ne pas comprendre ce qu'on leur demande, hein. Et pas comprendre ce qui est demandé, ça peut très bien vouloir dire ne pas avoir anticipé ce type de formulation, donc ça tombe dans aucune case, ou ne pas avoir décidé de répondre à ce besoin parce que, de façon plus globale, on n'a pas considéré que c'était une fonctionnalité, importante pour l'application ou simplement on l'a pas envisagé. On n'y a pas pensé. Hem, du coup, comment faire pour proposer, des interfaces conversationnelles qui sont vraiment adaptées à leurs futurs utilisateurs et utilisatrices? Parce que, bien sûr, on comprend que le système ne fait pas tout, mais on peut faire quand même des bonnes interfaces conversationnelles avec l'état de l'art d'aujourd'hui. Donc tout ça, ça passe d'abord par un travail de positionnement en fait et de conception de l'application vocale qui s'appuie sur de la méthodologie, hein. Il y a une part de création et il y a une forte part de méthodologie, comme dans beaucoup de projets, d'applications numériques. Mais peut-être en particulier sur ce sujet-là, puisque ce sont des choses encore assez nouvelles en fait. Donc on ne sait pas encore complètement, qu'est-ce qui marche pas. On n'a pas encore fait complètement le tour de la question. Donc comme, on l'a compris, hein, l'IA, des assistants vocaux ou des chatbots, elle se situe surtout au niveau du traitement automatique du langage et donc bah, l'équipe de conception, elle est vraiment responsable de nombreux choix de conception, qui vont influencer qui vont, voilà, avoir un gros impact sur cette application conversationnelle. Ces choix-là, ils vont, concerner, finalement, agir sur la qualité du service et bien sûr sur le degré d'humanisation du service. Ça, c'est très intéressant de le prendre en compte. C'est-à-dire que, je vais y revenir, mais, on peut décider de faire une application, vocale ou une application de type chatbot qui ne va pas singer, le fait que ce serait un agent, virtuel, avec, une attitude très, caractérisée et cetera. On peut tout à fait trouver une posture un peu intermédiaire qui assume le fait que c'est un outil, mais qui utilise le langage. Donc il y a plein de possibilités. Donc ces choix-là, ils vont effectivement, de la façon de parler du bot, quel est le ton employé, quel rapport, quelle posture on voudrait qu'il ait par rapport aux personnes avec qui il dialogue, quelle est sa voix dans le cas des interfaces vocales. Et puis ça passe, aussi et en fait avant tout, par la forme même du dialogue. La forme du dialogue, en fait, on pourrait aussi dire que c'est le raisonnement du bot, hein, dont un horizon, idéal serait le sens commun. C'est pas si évident de modéliser, le sens commun. Et comme je l'évoquais un petit peu, ce sens commun, c'est pas exactement de l'intelligence artificielle. En fait, cette forme dont je parle, la forme du dialogue, aujourd'hui, elle est incarnée dans 90 des interfaces conversationnelles, que vous pouvez utiliser, au quotidien, par ce qu'on appelle un arbre de dialogue qui est en fait un arbre de décision. Donc cet arbre de décision, son rôle, c'est vraiment de schématiser le raisonnement que devra avoir, l'interface vis-à-vis des utilisateurs. Par exemple, dans telle situation, par exemple, si on demande, les horaires de la mairie, alors, si c'est pour demander si c'est pour faire, une demande de carte d'identité, ou si c'est pour aller à la permanence numérique qui est au troisième étage. Donc vous voyez, en fonction des demandes, il va y avoir à chaque fois plusieurs embranchements et on va essayer d'anticiper quelles sont les branches intéressantes, quelles sont les branches susceptibles, d'apparaître, d'exister, je veux dire. Donc quels sont les choix qu'il faut laisser à l'utilisateur, mais aussi quelles sont, les différentes possibilités qu'il faut, intégrer dans l'arbre pour que l'expérience soit adaptée. C'est vraiment un double, ce sont des allers-retours. Donc vraiment le rôle de l'arbre de décision, c'est en fonction de telle situation, quelles sont les actions possibles et laquelle choisir à l'instant T. Hem, Ça, c'est ce qui se passe dans vraiment, hein, la plupart des systèmes. Mais il existe d'autres systèmes qui sont dits génératifs. C'est-à-dire qui, ne vont pas passer par, en fait, alors là, ça fait un petit peu écho à l'histoire de l'intelligence artificielle, mais à ce qu'on pourrait appeler des systèmes experts, pour ceux qui connaissent un petit peu, mais qui, eux, vont vraiment s'appuyer sur, les derniers développements en termes d'apprentissage profond, hein, d'apprentissage automatique. Et ces systèmes génératifs, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Et bah, en fait, ils vont, faire, de l'apprentissage, alors là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je pense qu'on n'a pas le temps, puis c'est pas le propos, mais en gros, ils vont aller observer,
traiter énormément de données textuelles et ces données textuelles qui servent en fait de ressources, hein, de modèles, elles sont, principalement sur internet. Donc du coup, on va entraîner des réseaux de neurones, donc si vous voulez, un réseau de neurones, c'est une application statistique, à, identifier dans une quantité énorme de texte, quelles sont les formulations les plus courantes, les plus probables. Donc du coup, ça va donner des compétences syntaxiques, si vous voulez, à ce système génératif et quelles sont les informations les plus souvent corrélées, les plus souvent associées. Et donc, à partir de là, le système va être capable de tirer des conclusions statistiques que, en général, donc là, j'ai mis quelques exemples. Quand on demande à quelqu'un quel est son animal préféré, bah, sur Internet, on remarque que de façon statistique, en général, c'est le chien. Donc, si vous demandez à un système génératif quel est ton animal préféré, il y a beaucoup de chances qu'ils te disent c'est le chien. Voilà. Donc, ça, c'est très révélateur, hein, des données qui ont nourri ce système génératif. Donc là, je vous ai mis un exemple qui est assez médiatisé. C'est un modèle de langage qui s'appelle GPT-3, qui est développé par une association qui s'appelle OpenAI, enfin, qui est en train de signer des contrats plutôt à vocation euh, commerciale maintenant, mais bon, en tout cas, c'est son point de départ. Et GPT-3, ce qui est intéressant quand on observe comment il fonctionne, vraiment, c'est un des modèles de langage aujourd'hui en tout cas, qui a été entraîné avec la plus grande quantité de données. Et ben, il est très bon en syntaxe, mais effectivement, il montre vraiment ses limites parfois en termes de sens et de propos. Pourquoi? Bah, parce que sur internet, il y a tout et son contraire, et on le sait très bien et on le voit sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir beaucoup de propos, sexistes, racistes et cetera et de fait, ces systèmes-là ont tendance, à, avoir ce genre de propos. Donc c'est intéressant parce que ça montre aussi qu'on est vraiment dans une sorte de paradoxe aujourd'hui. Parce que quand on essaie d'automatiser complètement une interface conversationnelle, eh ben, il nous faut beaucoup de données écrites et de qualité. Et ben, en fait, on n'a pas vraiment ces données-là, en fait. Hein, parce qu'on ne peut pas dire que Internet soit une source de données écrites de qualité. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de qualité. Donc, on est un petit peu bloqué. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, bah, les bons vieux arbres de décision et les scripts, ils ont encore de beaux jours devant eux. Donc voilà où on en est pour vous donner un aperçu. Donc je reviens un petit peu à nos choix de conception, ceux qui incombent donc à l'équipe, hein, qui qui travaillerait sur une interface conversationnelle. Ça touche donc, le script, la forme du dialogue et bien sûr les fonctionnalités même du service, hein. À quel besoin on veut répondre, est-ce qu'il s'agit de répondre, aux questions les plus courantes, qu'on reçoit quand on est, une ville, un département, un SAV et cetera? Est-ce qu'il s'agit de rendre accessible une démarche en ligne? Est-ce qu'il s'agit, de soulager un petit peu le service informatique de questions systématiques qui viennent de la part des agents? Est-ce qu'il s'agit de faciliter le quotidien des agents et cetera? Il y a plein, 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 plein de thématiques possibles, hein. Je vous donnerai aussi quelques exemples tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, c'est que, tout ça demande vraiment de l'attention et envers les personnes et de l'anticipation. Donc moi, aujourd'hui, quand je commence à travailler sur un projet de service conversationnel, tout simplement, je vais passer du temps, vraiment le plus tôt possible, avec les usagers auxquels, on va s'adresser. Et ça va prendre la forme de groupes de discussion, par exemple, pour comprendre aussi, le niveau de maturité de ces personnes par rapport à cette technologie, pour, identifier leurs attentes, leurs craintes. Ça peut passer par de l'observation sur place, parce qu'une application conversationnelle, elle vient jamais comme ça de nulle part. Elle s'intègre toujours dans un ensemble de canaux qui existent déjà, donc il y a un enjeu vraiment à lui trouver sa place pour qu'elle soit complémentaire. Ça peut passer aussi par, des entretiens qui vont être hop, voilà. Par des entretiens qui peuvent être individuels, des entretiens qualitatifs. Hein, là, je vous parle d'approches qui sont vraiment, totalement issues et inspirées, des méthodes de l'ethnométhodologie. Et ça peut aussi passer par des moments plus collectifs autour de maquettes sonores ou de maquettes visuelles. Ça, c'est très intéressant de travailler très tôt avec des maquettes parce que ça permet de recueillir des premiers retours sur des pistes, de faire apparaître des idées qu'on n'aurait pas imaginées, ou faire apparaître aussi des appréhensions et cetera. Et donc d'assez vite se tromper, hein, pour, essayer de cheminer vers la proposition la plus pertinente possible. Voilà, donc ça c'est sur le volet un petit peu méthodologique. Ce que je vous raconte, c'est des choses, qu'on fait dans n'importe quel projet de service, en fait, mais qui vont demander ensuite quelques spécificités parce que là, on est dans une interface qui est, conversationnelle. En tout cas,
Globalement, je dirais que, pour moi, par expérience, finalement, la simplicité d'utilisation d'une interface conversationnelle et peut-être vocale en particulier, et bah, aujourd'hui, ça passe en grande partie par le fait de réussir à concevoir un arbre de décision qui va être peut-être finalement assez complexe, qui va anticiper et penser beaucoup de possibilités. Et donc quelque part, le travail investi dans, le design de cet arbre de décision, il va, se retrouver dans la simplicité d'utilisation du côté des utilisateurs. Donc quelque part, plus on passe du temps, là-dessus, plus ce sera simple pour les personnes. Parce que l'idée, hein, vraiment et c'est pour ça que je vous ai mis, cet exemple de l'horrible répondeur, automatique qui vous dit de taper 1, taper 2, taper 3, qui est vraiment le voilà, ça on sait qu'on n'en veut plus. L'idée, c'est de faire ce travail d'anticipation pour, bah, éviter de proposer aux gens des longues listes de menus, de choses à faire, de choix. Éviter de créer des sortes de tunnels, où, en fait, comme on a choisi telle option et ben, on peut plus changer d'avis et du coup, on est obligé d'écouter quelque chose jusqu'au bout et c'est horrible et on s'ennuie et on perd le fil ou on décide de passer à autre chose. Donc pouvoir couper la parole, pouvoir changer de sujet, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi éviter de faire répéter plusieurs fois, à la personne, quelque chose qu'elle aurait déjà dit et bah, tout simplement en mémorisant momentanément, certaines informations qu'elle aurait données, ou en mémorisant aussi l'historique de la conversation, sur un temps limité. Parce que bien sûr, il y a des enjeux, de protection des données personnelles, c'est vrai que j'ai pas pensé à en parler aujourd'hui, mais c'est un sujet aussi que j'aborde et qui est évidemment, incontournable. Donc ce que je vous propose là, c'est de vous donner un petit exemple maintenant, un peu concret. On va commencer par un exemple d'application vocale. Alors je vais enlever est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, OK. J'enlève mes écouteurs parce qu'il y aura un petit extrait et je sais que si j'ai des écouteurs, vous entendrez pas. Alors l'exemple de projet dont je vais vous parler, c'est un projet que j'ai fait en collaboration avec la radio-télévision suisse. J'ai travaillé, sur pas mal de projets avec eux. Donc la RTS, c'est l'équivalent suisse de Radio France, en fait. Donc là, l'idée, c'est alors on s'éloigne un tout petit peu des problématiques on va dire de relations usagers telles qu'un service public peut les avoir, mais c'est quand même une radio, c'est quand même un service public cette radio, donc je me suis dit que ça vous intéresserait. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en tant que radio, bah, tout de suite la question c'est, qu'est-ce que c'est qu'une expérience radio avec un assistant vocal? Voilà. Est-ce que, du coup, c'est pas l'occasion de réinventer un petit peu, ce que c'est qu'écouter la radio? Avec pour objectif, au départ, qu'on avait avec l'équipe, hein, de, développer une application qui va permettre plutôt d'accéder à des contenus informatifs qui sont assez brefs, et qui sont bien sûr produits par la radio-télévision suisse, par la RTS. Donc je vais vous faire écouter un petit extrait et après je reviens dessus pour vous expliquer, comment on a fait et pourquoi. Vous me faites signe tout de suite si jamais, le son sort pas, normalement ça devrait aller. OK Google, parlez avec RTS Info. Bonjour, on enchaîne avec un sujet de ton choix ou le dernier flash info? Mets le flash info. On écoute le dernier flash info de la rédaction. RTS Info, Sandra Viscardi. 1 900 milliards de dollars, oui, c'est le montant du plan d'aide présenté hier aux États-Unis par Joe Biden. OK Le Google, président élu plaide. mets la météo. C'est parti pour la météo. Beaucoup un mot de la météo et le temps sera le plus souvent très nuageux ce vendredi Google. avec des précipitations. Passé. Et si on écoutait une playlist sur un sujet de ton choix, D'accord. quel thème t'intéresse? Fais une playlist sur les élections américaines. Voici une sélection de 2 fichiers audio sur les élections américaines. Les élections américaines sont suivies aussi à Cuba, l'île communiste depuis l'arrivée au pouvoir des frères Castro en 1900. Ok, L'éclairage de Google. notre envoyé spécial. Mets l'actu du sport. Tout de suite, l'actualité sportive du jour. Pour écouter autre chose, il suffira de dire « OK Google, passez ». OK Google, Bonjour Joël Robert. passé. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Quel est l'archive du jour? Entendu, je lance notre machine à remonter le temps. Décembre 2017. Saltérophilie, PS, 145, Tédéum.
Saltérophilie, nous y voici pour 7h, 8h, le dernier de l'année, ce 31 décembre. Je ne vous ai pas encore dit, peut-être ou très brièvement, que nous allons fêter Ok Google, passez. l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Fais-moi une playlist sur les insectes. Voici une sélection de 3 fichiers audio sur les insectes. Et on reste dans l'écologie et l'environnement avec cette triste nouvelle malheureusement connue du grand public. Les insectes disparaissent partout dans le monde et l'ampleur Ok du Google, phénomène au est revoir. Au revoir. Rendez-vous à 9h15 pour le prochain Flash Info de la rédaction. Voilà, donc là, je précise juste qu'il y a un peu de montage pour enlever les temps de latence, parce que bon, c'est déjà assez long en fait à écouter quand on n'est pas en train d'interagir. Donc, voilà, juste pour préciser qu'on voit qu'il y a des coupes à certains moments. Alors, qu'est-ce qu'on a entendu? En fait, dans ce projet, il y a différents partis pris. Hop, j'aimerais bien passer ma slide. Voilà. Dans ce projet, il y a, on va dire, 4 grands partis pris du point de vue du design. Le premier, c'est qu'on a choisi de concentrer l'application autour de 3 fonctionnalités essentielles pour un usage quotidien. On a le flash info, la météo et le sport. L'autre parti pris qui est vraiment très important, en fait, c'est que vraiment l'expérience, elle a été conçue, et donc là, je vais vous reparler d'arbre de décision, mais pour être évolutive, c'est-à-dire qu'elle s'adapte au fur et à mesure aux habitudes des utilisateurs. Je vous expliquerai pourquoi on a fait ça et comment on l'a fait. Troisième point, c'est que en plus des 3 fonctionnalités dont je vous ai parlé, on en a rajouté 2 autres qui sont un peu bonus, qui sont un peu exploratoires et qui visent vraiment à valoriser les archives sonores de la radio-télévision suisse. Ça, c'est vraiment intéressant qu'on ait pris le temps de le faire parce que ce qu'on peut reprocher souvent aux applications vocales, je trouve, et les bots aussi d'ailleurs, c'est d'être très, très pragmatique en fait. C'est-à-dire qu'on est là pour acheter un billet de train, trouver une réponse à voilà, une question assez concrète. Mais ça peut être aussi des expériences culturelles, des expériences d'apprentissage, etc., qui peuvent être riches, voire poétiques en fait. Et donc là, les 2 fonctionnalités en plus, ce sont l'archive du jour, qui est une sorte de machine à remonter le temps et qui nous fait écouter au hasard une archive du jour du même jour, mais il y a 3, 4, 5, 10 ans. Et puis l'autre qui est la possibilité de faire des playlists autour d'un sujet de son choix. Et puis, dernier point qui est important parmi les choix de conception qu'on a fait, c'est l'identité verbale de l'application. Comment elle parle et qu'est-ce qu'elle dit. Donc ça, là-dessus, moi, j'ai fait vraiment un travail en allant regarder tout simplement comment parlent les hommes et les femmes de radio. S'il y a bien un métier, un domaine dans lequel ça fait longtemps en fait que des gens cherchent des façons de créer de l'attention de qualité, de relancer, d'informer juste par la parole, c'est bien celui de la radio. Donc, c'était très intéressant en fait d'aller tout simplement observer comment font-ils et comment font-elles. Et du coup, je suis allée chercher un peu des tics de langage, presque voilà, des formulations très, très récurrentes comme tout de suite, on écoute ou maintenant le flash info de la rédaction. Des choses comme ça. Et vraiment, ce qui a noté là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de personnification. Hein. L'assistant vocal, il ne dit pas je te présente ou des choses comme ça. C'est une entité qui est collective, c'est l'institution, c'est la rédaction. Et donc, et qui est aussi assez inclusive. Donc, on va avoir des formulations qui disent on fait quoi, on écoute quoi. Donc ça, c'était vraiment important. Et aussi, bien sûr, comme je disais déjà un petit peu, de introduire et désintroduire. Ça, c'est pas pour rien qu'on le fait à la radio. C'est-à-dire que quand on écoute, on n'a pas la même attention que quand on a les choses sous les yeux, visuellement écrites. Et donc, c'est important de toujours dire qu'est-ce qu'on va écouter, qu'est-ce qu'on a écouté, qu'est-ce qu'on peut faire après, etc. Donc voilà, c'est plein de petits détails, mais qui ont vraiment été très importants et qui font partie complètement de la façon dont le script a été rédigé, en fait, du design du script, si vous voulez. Je crois que j'ai mis un petit extrait. Ah non, je ne l'ai pas mis. Ah si, il y a un petit extrait. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté. Ok Google, parlez avec RTS Info. Chère auditrice, cher auditeur, bonjour, bienvenue dans ton flux radio. Qu'est-ce qu'on écoute ce matin? Oui, bon, ça, c'est des choses que vous avez déjà un petit peu entendues. Je passe.
Zoé, Dernière juste, chose sur la... comme je suis Oui, maître du temps oui. et qu'il est déjà 45, que tu Aïe, 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 achemines ouais. vers une conclusion pour qu'on puisse ouvrir ensuite aux échanges, si ça te convient. Oui, ça marche. Effectivement, il est déjà cette heure-là. Ok, j'accélère un peu. Pourquoi je ne peux pas passer? Ah, voilà. Donc, j'accélère un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauter ça et je vais vous dire un mot sur les 2 dernières choses. Alors, dernière chose que je voulais dire, je voulais vous parler aussi un petit peu des chatbots. Du coup, je ne vais pas m'étendre, mais je voudrais vous donner des exemples d'applications parce que je trouve que c'est intéressant. Parmi ces exemples, hop, on va aller là-dessus. Voilà. Quels sont les projets qui se font aujourd'hui, en particulier dans les collectivités? Par exemple, on a travaillé avec le département de Haute-Garonne qui a cherché en fait à passer par le chatbot pour mettre en contact les habitants et les producteurs locaux. Et donc là, du coup, le bot devient une façon de repenser qu'est-ce que c'est un annuaire, qu'est-ce que c'est que créer une conversation entre des professionnels et des habitants. On a aussi travaillé sur un chatbot au sujet des assistantes maternelles. Là, ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est que les assistantes maternelles, pour actualiser leur statut, elles doivent envoyer un papier. Ça passe par papier. Et du coup, il y a une assistante maternelle qui est venue solliciter Prism.ai, qui est une entreprise assez prometteuse sur le sujet avec qui je travaille beaucoup. Euh, En leur disant, bah, peut-être que on pourrait faire un chatbot pour qu'on puisse actualiser notre statut par ce bot. Et du coup, en pensant le bot, eh bien, ça fait aussi un petit peu bouger de l'intérieur les services, puisqu'il faut du coup, ça, si vous voulez, ça va enclencher la dématérialisation d'une procédure qui était encore papier. Donc, c'est intéressant parce qu'on va aussi créer derrière la base, le système d'information, si vous voulez, qui va permettre de collecter la mise à jour des statuts faite par les assistantes maternelles et de l'articuler avec les services. Donc, ça peut être aussi un levier à ce niveau-là, en fait. Un ou deux autres exemples, mettre en ligne le menu des différents collèges. C'est bien, mais c'est encore mieux si on peut pouvoir vérifier s'il y a des allergènes, si on peut pouvoir l'imprimer. Voilà, je suis directrice d'école, tous les jours, je dois imprimer le menu. C'est pas mal si je peux le trouver assez facilement et l'imprimer pour l'afficher. Ce genre de choses, je ne rentre pas trop dans le détail. Dernier exemple, avec les départements de la Charente, par exemple, on a fait un bot qui rassemble toutes les aides nationales et départementales qui s'adressent aux jeunes pour aujourd'hui. Et du coup, voilà, c'est intéressant de se dire, bah, il y a plein de choses éparpillées partout. On va utiliser le bot comme une sorte de moteur de recherche, mais un moteur de recherche qui accompagne un petit peu quand même dans sa recherche et qui guide. Souvent, le bot est utilisé comme un relais, en fait, comme un guide. Et dernier aspect, je voulais vous parler d'une dernière chose qui est importante, c'est que, et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur avec François Huguet qui est présent aujourd'hui. Il ne s'agit pas tant d'aborder la question conversationnelle d'un point de vue technologique, en se disant bah, on peut faire des chatbots, des assistants vocaux, etc., mais vraiment de point de vue humain. C'est-à-dire à partir du moment où on pense la relation avec un service public, un service en général, comme une relation sous forme de dialogue. Alors, comment ce dialogue a lieu et comment est-ce qu'aussi on retravaille le langage pour qu'il soit compréhensible de tous. Donc avec François, par exemple, on travaille beaucoup sur des sujets qui vont prendre en compte les situations de multilinguisme des gens, d'électronisme, mais aussi d'illettrisme. On va travailler avec du facile à lire et à comprendre, par exemple. Là, je n'ai pas le temps de vous le présenter, mais on a fait tout un travail avec des SMS et des assistantes sociales. Le SMS, là, dans notre exemple, il n'est pas utilisé de façon dialogique parce qu'il est descendant, mais c'est une modalité conversationnelle et ça va permettre de se rapprocher un peu des personnes en leur donnant de l'information qu'elles vont garder dans leur téléphone, qui va leur construire un historique et quelque part leur donner un petit peu plus d'autonomie parce qu'elles vont avoir l'information accessible dans leurs outils à elles. Donc voilà, je m'arrête là. Je finis juste par... Hop. Voilà, des choses, on pourra peut-être partager des ressources, mais quelque chose d'intéressant à lire et à écouter là-dessus. Et puis voilà, j'ai plus qu'à vous remercier.
Merci beaucoup Zoé. Et bien, je vous propose, c'était absolument passionnant, je propose qu'on puisse échanger. Je n'ai pas noté de questions à ce stade dans le chat, mais là, l'idée, c'est qu'on puisse échanger de vive voix. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une webcam, à lever la main et à déverrouiller votre micro pour poser une question, ou alors, si vous n'en avez pas, de poser votre question dans le chat. Zoé, est-ce qu'on peut juste arrêter le partage d'écran, comme ça je vois bien tout le Ouais, monde? tout à fait. Super. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous questionnent? Profitez-en. Ou pas, hein, vous pouvez aussi juste vous parler de vos problématiques à vous. C'est toujours très intéressant d'en savoir plus sur les raisons qui font que ça devient intéressant de se regarder ça de plus près, les interfaces conversationnelles. Alors, super, Bérangère, j'allais me lancer. Allez-y. Oui, bonjour. Merci déjà pour la présentation, c'était super intéressant. Du coup, moi, dans le cadre de mon travail de thèse, forcément, donc, je travaille avec des personnes âgées. Et donc, la question, forcément, s'est posée, puisque donc, je me suis orientée vers justement les agents conversationnels pour tout ce qui est accessibilité. Et sauf que, donc, en creusant un peu, il y a quand même le souci qu'en fait, l'interaction vocale peut être aussi très coûteuse pour des personnes âgées ayant des troubles cognitifs. Et donc, voilà, j'ai en ce moment cette problématique-là, à quel point en fait ça peut être avantageux ou à quel point le coût en fait de l'interaction peut justement passer, passer outre en fait ses avantages. Et voilà, en fait, sachant que du coup, c'est des personnes qui, pour le coup, ne connaissent pas les assistants vocaux, donc n'ont pas l'habitude d'interagir avec une technologie avec la voix. Et donc, voilà, est-ce que c'est une réelle bonne idée pour certaines populations ou est-ce que justement c'est au système de s'améliorer et justement dans l'arbre décisionnel, tout ça? Ah oui, alors c'est un vrai sujet, les seniors et éventuellement, au-delà des seniors, les personnes qui seraient, peut-être, en difficulté, au niveau de la mémoire, des choses comme ça. Alors il y a différents projets qui, explorent, cette question-là. Le premier auquel je pense, qui est, plutôt expérimental, ça s'appelle Memory Lane. C'est une équipe, je crois suédoise, mais ils sont pas les seuls à faire ça en fait, qui, propose un assistant vocal en fait qui va venir chaque jour proposer à la personne de raconter un souvenir, et qui va ensuite la solliciter pour voilà, l'aider un petit peu à mémoriser ce souvenir, à venir le convoquer régulièrement et cetera. Donc ça, soit ce projet ou d'autres qui sont, même des projets plus, peut-être même encore un peu plus scientifiques. Il y a de nombreux projets qui vont aborder cette question de la mémoire, voire d'Alzheimer en fait, en pensant, l'assistant vocal ou le robot comme, une sorte de, d'accompagnant, qui est là plutôt pour stimuler, la mémoire, plutôt que pour faire ce qu'on fait en général, servir, de substitut, de prothèse, voilà, mémorielle, hein. Nos téléphones en sont des très bons, on se rappelle plus d'aucun numéro de téléphone, forcément puisque tout est dans nos répertoires, par exemple. Donc ça, c'est des projets qui peuvent être intéressants à aller regarder pour vous. Hem, Après, il y a un autre projet qui s'appelle Homekeeper, et qui est, un assistant vocal vraiment pensé, pour des seniors, avec une petite interface aussi en LED qui affiche certaines informations, et un travail aussi, je crois que c'est avec la Normandie, sur des informations locales et cetera. Enfin, ça vaudrait le coup pour vous d'aller regarder ça de plus près. Après, plus globalement, mon retour sur les personnes seniors, c'est que, je trouve sincèrement que, les assistants vocaux sont quand même une piste très intéressante. Parce que c'est une, population, on va dire, qui, n'a a vraiment eu du mal, avec, les ordinateurs une fois sortis de leur contexte professionnel, hein. Parce que, bien sûr, on peut avoir utilisé un logiciel métier toute sa vie, c'est pas pour autant qu'on est, à l'aise, pour, surfer sur internet et des choses comme ça. Qui vont un petit peu se débrouiller avec les tablettes, mais c'est pas encore ça et du coup, effectivement, surtout quand on commence à devenir très âgé, franchement, manipuler certaines choses avec les mains, ça devient compliqué, hein. On se rend pas compte, mais nos écrans, c'est très petit et tout. Je trouve que, l'interface vocale, non seulement elle fonctionne, mais les gens sont plutôt ouverts, en fait. Il y a une sorte de curiosité,
Et mine de rien, le simple aspect social, en fait, oui, le simple aspect social d'entendre une voix qui nous parle, est réellement, agréable, en fait, pour les personnes. Donc je pense que les seniors, c'est une bonne piste. Là où il faut faire très attention, c'est sur le vocabulaire choisi, le nombre d'informations qu'on donne, travailler bien sur les répétitions. Il faut vraiment être très audible. Là, j'en ai pas parlé, mais pour moi, il y a une bonne, expérience, si on parle du vocal, ça peut passer aussi par du design sonore. Il y a des choses qu'on va signifier par des éléments sonores, de la signalétique, donc voilà. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Oui, c'est très intéressant et d'ailleurs, je rebondis sur un aspect, que justement par rapport à cet aspect social, donc on peut penser que voilà, justement ça fait en plus parler, donc ça fait travailler un peu le langage. Est-ce qu'il y a pas aussi quand même un risque que, de justement vouloir imiter, le langage humain, que la personne du coup, soit en fait bernée et soit un peu manipulée puisqu'elle va penser que, bah, peut-être qu'il y a vraiment quelqu'un derrière qui me Mmh. parle et voilà justement ce risque qui peut arriver avec des personnes ayant des troubles cognitifs plus ou moins avancés. Oui. Alors ce risque, il est réel, tu as raison, vous avez raison. Il y a plusieurs façons, d'y répondre. Déjà, aujourd'hui, il paraît de plus en plus évident qu'il va falloir flaguer, qu'il va falloir annoncer, dès le début, de la conversation qu'il s'agit d'une interaction avec un système, avec un artefact en fait, avec un objet si vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose qui va même passer par la loi, je pense à un moment donné, parce qu'effectivement il y a trop de risques, de confusion, et internet est rempli, les réseaux sociaux sont remplis d'anecdotes où on voit, des arnaqueurs qui se font arnaquer par des assistants vocaux, enfin en tout cas qui croient, être, protégés par le fait de parler avec une machine, du coup qui révèlent leurs arnaques. Enfin, il y a plein de choses qui se passent socialement qui sont assez étonnantes avec ces systèmes et du coup, effectivement, c'est très important d'annoncer, qu'il ne s'agit pas d'un humain. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la relation? Hem, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus en se demandant, voilà, j'ai pas eu le temps de vous en parler, mais il y a les bots orientés tâches, qui sont vraiment, voilà, je disais, le billet de train, la démarche en ligne, mais il y a des bots qui sont vraiment orientés compagnons et donc là, qui sont construits pour aller vers de l'affect, en fait, pour vous écouter, pour vous dire des choses que vous avez envie d'entendre, pour, discuter avec vous. Et donc là, effectivement, on rentre dans un registre où l'ambiguïté, c'est le jeu, en fait. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait quand on va au cinéma ou quand on joue à un jeu vidéo, si ce n'est jouer à faire semblant d'eux, jouer à avoir des émotions. Donc du coup, là, ça touche vraiment, je pense au cœur de l'humain, c'est-à-dire, on crée beaucoup de fiction autour de nous. Dans quelle mesure on se perd dans notre propre jeu? Mais pour moi, ça continue une réflexion qui a été amorcée, avec les premières représentations sur les murs, des grottes, quoi. Mmh. Mais ça n'empêche qu'il faut effectivement accompagner ça et c'est absolument pas, anodin quand je disais au début que ces systèmes créent des nouveaux espaces de parole. C'est-à-dire qu'il y a une sociabilité, mi-humain, mi-artificiel, qui commence à se développer avec ces systèmes-là. Donc c'est des nouveaux espaces, en fait. Oui, je te relaye aussi une question dans le chat de Samuel. Quelle différence de ton, en fait, entre des interfaces privées et publiques, puisqu'on a noté pendant le Mmh. petit extrait qu'effectivement pour la radio-télévision suisse, c'était plutôt le tutoiement qui était Mmh. utilisé. Comment est-ce que ça Alors se définit? oui, oui, c'est un vrai sujet. Alors déjà, le tutoiement, c'est parce que c'est la Suisse, en fait. En fait, en Suisse, on se tutoie beaucoup et c'est vraiment d'abord une spécificité, culturelle pour le coup, au-delà du fait que ce soit une radio qui éventuellement veuille avoir l'air cool et tout. Et moi aussi, ça m'avait un peu étonnée, c'était très clair pour eux que ce serait du tutoiement dès le début et du coup, on est parti là-dessus. Après plus précisément, effectivement alors, qu'est-ce qui se passe quand on travaille plutôt, côté service public? Déjà, on va faire attention à qui on s'adresse, hein, en fait, c'est élémentaire, mais dès qu'on travaille sur un système, de communication, en fait, ce qui compte, c'est de prendre en compte l'interlocuteur. Donc, soit c'est un système qui s'adresse vraiment à un très large public, donc dans ce cas-là, c'est un petit peu différent, mais si on va plutôt s'adresser, je voudrais pas trop faire de stéréotypes, mais plutôt à des jeunes, ou plutôt à des professionnels, par exemple, il va y avoir quelques petites choses qui vont bouger.
Après, moi, ce que j'essaie de défendre à chaque fois auprès des services publics, c'est d'essayer au maximum de quitter le langage formel, le langage administratif, etc. Et du coup, ça, à mon avis, c'est une vraie opportunité avec les bots. C'est que c'est l'occasion pour les administrations de tester d'autres façons de se présenter, d'autres façons de parler. Et donc, on va rendre les choses plus simples. Vraiment, le premier objectif, c'est pas du tout de devenir familier ou cool ou de singer une sorte de côté un peu copinage. Absolument pas, en fait. C'est vraiment de dire les choses les plus directement possibles, les plus simplement possibles pour qu'elles soient comprises par tous. Donc il y a ça et ensuite moi je défends souvent, de ne pas personnaliser de pas, personnifier, je voulais dire les bots, quand on est dans du bot orienté tâche. Parce que je trouve que ça n'apporte rien en fait de faire semblant qu'il s'agit d'un petit personnage sympathique ou juste d'un petit personnage. Certains cas, ça peut apporter pour les bots orientés tâches, mais globalement, moi, je mets plutôt en retrait, le bot et il va plutôt, voilà, aller vers, voici quelque chose qui peut t'intéresser ou qui peut vous intéresser, heu j'évite les pronoms, personnels, par exemple, des choses comme ça. Mmh. Et j'imagine que ça se travaille aussi, pendant toute la démarche de design Oui, que tu proposes avec des ateliers pour voir comment réagissent, absolument. les futurs utilisateurs. Oui, oui, c'est tout à fait, vous faites bien de le rappeler, c'est effectivement des choses qui se décident et les maquettes sonores dont je parlais à un moment permettent ça, en fait. Elles Mmh. permettent de tester aussi des tons, des formulations, des niveaux de langage et en général, les réactions sont immédiates, en fait. C'est très intéressant à regarder. Il y a Florence aussi qui nous pose une question dans le chat. Comment travaillez-vous sur les impasses, l'incompréhension et du coup, la Mmh. réorientation de l'utilisateur? Alors ça, c'est en fait, en vrai, c'est presque le sujet numéro un. Ce qui est compliqué, sur les impasses, c'est que en général, le système, il comprend pas pourquoi il a pas compris. C'est, à différence d'un être humain qui éventuellement peut comprendre ce qu'il comprend pas, voilà, là, le système, s'il comprend pas, c'est vraiment qu'il comprend pas, en fait. Et donc du coup, on va être un petit peu obligé de faire, 2 choses. Soit on est déjà dans un contexte particulier et donc du coup, on va peut-être reproposer, les choix qui étaient proposés à l'étape d'avant. Donc on va répéter un petit peu les orientations possibles. Soit on se dit que c'est peut-être parce que la personne a formulé les choses de façon compliquée, ou il y a eu un bruit à ce moment-là et on n'a pas compris. Donc, c'est vrai que le premier truc, c'est qu'on fait répéter, mais on ne fait pas répéter 3 fois. On fait répéter une fois, éventuellement 2 fois, mais sinon tout de suite, moi ce que je fais, soit on repropose, 2 options par exemple, soit par défaut, on enclenche quelque chose. Alors ça dépend vraiment des contextes. Pour la RTS, par exemple, c'est pertinent. Au fond, c'est pas grave si on lance le flash info. Au pire, la personne change, mais on lui donne quand même du contenu, on la laisse pas avec rien. Si je suis dans un service public, là, c'est un petit peu différent, mais en tout cas, il y a vraiment une attention là-dessus, et je pourrais en parler longtemps, mais et donc ça, on le fait aussi, on vérifie aussi avec des tests, tests utilisateurs que, on n'a pas oublié des phrases, des formulations, finalement que les gens vont souvent utiliser. Parce que vraiment le but, c'est qu'aussi, le moins souvent possible, la personne se retrouve dans une impasse parce qu'on aura anticipé toutes les demandes et cetera. Et pour finir là-dessus, une des façons aussi finalement assez générales d'éviter qu'il y ait trop d'impasses, c'est d'être assez clair sur ce que le bot peut faire et ne peut pas faire. Et donc, ça va passer par la façon de le nommer, la façon de le présenter au début, sur quelle, interface il est présenté et cetera. On comprend que, mon chatbot, SNCF, il va être OK pour me donner, accès Wi-Fi, éventuellement me dire un truc sur mon billet de train ou éventuellement réserver un autre billet de train et on se doute bien que, je vais pas lui demander le score du dernier match de foot, par exemple. Donc tout ça, cette contextualisation, elle aide à, voilà, donner un peu le périmètre, des possibles, quoi. Est-ce qu'on a, une toute dernière question avant de clôturer sur ce sujet? François? Moi, peut-être, c'est pas une question, c'est une remarque. Alors, du coup, je connais ton travail, Zoé, au-delà de ce que ça ouvre et que tu as écrit dans Sciences du design sur les nouvelles compétences attendues des designers et les nouvelles figures du designer qui émergent Mmh. à cause de ces compétences dialogiques qu'il faut. Donc, tu parles même de compétences dramaturgiques, c'est-à-dire Mmh. envisager ces interfaces-là comme des façons d'écrire des scripts de théâtre, etc. Donc,
aller vers des compétences nouvelles. Ça, je trouve ça très intéressant, et on va certainement travailler ensemble sur ça. Je trouve qu'il y a tout un terrain à avoir sur comment on peut développer ces interfaces-là, tout en se prévenant de quelque sorte du risque qu'elles signifient. C'est-à-dire, on sait bien que tu utilisais Google avec la RTS, on sait très bien à quoi servent les entraînements et l'utilisation de Google qui pour l'instant est gratuite. Et on participe à ce que Shoshana Zuboff là, appelle, je ne sais plus comment elle appelle ça, les externalités du capitalisme de surveillance, mais elle dit que Google va chercher chez nous, je ne sais plus comment elle dit maintenant, mais un surplus comportemental, je crois que c'est ça. Donc, comment on développe ces choses-là, et peut-être, Bérangère, vous qui travaillez sur ça, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher. Comment on peut faire émerger des technologies comme ça, véritablement éthiques, sans aller entraîner des IA pour Google, qui, même s'ils disent qu'ils ne font pas le mal, on sait très bien qu'est-ce qu'ils font en réalité. C'est un vrai sujet de fond, ce que tu soulèves, François. Bon, aujourd'hui, dans le domaine des chatbots, c'est un petit peu différent parce que justement, il y a plutôt une multitude d'acteurs dessus, à la différence des assistants vocaux où on a quand même 3-4 mastodontes qui se partagent le marché. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des chatbots, ce sont les mêmes 3-4 modèles de langage qui sont utilisés pour la partie vraiment analyse automatique du langage. Et du coup, ces modèles, un petit peu comme GPT-3, mais en version plus light, on va dire, ils sont entraînés sur le web et donc avec des données qui sont les données de tout le monde, si on veut. Après, effectivement, ce qui est particulier sur les assistants vocaux des GAFA, on va dire, c'est que une partie de ce qu'on dit, de notre historique, est effectivement une ressource et même une source de valeur assez importante pour ces GAFA, puisqu'elles en disent beaucoup sur nos habitudes. On entend aussi l'arrière-plan sonore, donc on peut entendre un petit peu qui est à la maison. Enfin, donc ça, cette dimension d'écoute, c'est un sujet vraiment, vraiment très important. Je pense qu'il existe plein de solutions, qui, entre autres, peuvent passer aussi par le fait de développer, des assistants vocaux ou un assistant vocal qui serait peut-être, institutionnel ou en tout cas public. Enfin, je pense qu'il y a des choses à trouver et l'autre aspect aussi qui est important, c'est comment est-ce qu'on donne accès, au paramétrage? C'est-à-dire, est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est compliqué de pouvoir, modifier, dans les paramètres de mon assistant vocal, ce qu'il va enregistrer? Est-ce que je peux facilement effacer mon historique? Est-ce que je peux facilement réécouter ce que j'ai fait? Des choses comme ça et c'est une partie de la réponse. C'est pas suffisant, mais c'est une partie de la réponse et aujourd'hui, il y a encore, vraiment des efforts à faire parce que typiquement pour pouvoir accéder à mon historique et l'effacer, dans Google Home, je dois passer par l'application sur téléphone et un peu rentrer dans, des tiroirs et des sous-tiroirs. Je ne peux pas le faire vocalement, ce qui paraît un peu absurde, en fait. Donc, il y a plein d'impasses comme ça, où il existe des solutions, en fait, mais qui ne sont pas encore aujourd'hui, mises en place. Mais, moi, j'attends que ça. Ouais, merci beaucoup Zoé pour d'avoir balayé en fait énormément d'enjeux sur ces thèmes-là qui sont absolument passionnants et dont finalement on sent que le public n'a commencé qu'à effleurer la surface. Et peut-être juste pour rebondir sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, je trouve que pour avoir mené un projet de chatbot au-delà de travailler sur ces technologies-là, ça a été aussi un formidable objet de transformation. Et tu le disais toi-même sur le fait, par exemple, de travailler sur la manière dont l'administration s'exprime. Et ça a été tout à fait vrai, parce qu'évidemment, dans une petite bulle de chatbot, on ne peut pas s'exprimer comme dans un courrier administratif ou un site web. Donc, ça a vraiment obligé les administrations à déjargonner et à simplifier. Et même à travailler ensemble, parce que finalement, quand on a un chatbot, il s'exprime d'une seule voix, même quand il y a plein d'administrations derrière. Donc, ça a obligé en fait à écrire aussi les choses à plusieurs mains. Et je trouve que ça fait partie des effets un peu collatéraux qui ont été extrêmement intéressants à étudier dans la conduite de ce projet. Tout à fait. Oui, pardon, excuse-moi, Adrien. Non, je voulais juste rajouter qu'il y a je vais vous rajouter dans le document, mais il y a
il y a un livre blanc de la CNIL, enfin, je vais même plutôt vous donner le lien comme ça. Il y a un livre blanc de la CNIL avec qui moi je suis souvent en discussion en fait, où j'ai eu plusieurs fois l'occasion, en tout cas sur les assistants vocaux. Un livre blanc qui s'appelle À votre écoute et qui explore justement les enjeux éthiques, techniques et juridiques des assistants vocaux. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment, en plus il est très didactique, il aborde plein de choses. Ça c'est vraiment très intéressant, je pense à aller regarder. Hop, je vous donne le lien. Ah, super. Voilà. On le remettra aussi dans le petit mail à tous ceux qui se sont inscrits sur cet aparté. En tout cas, merci beaucoup Zoé d'avoir accepté cet exercice pas facile parce que sur ce sujet-là, je pense qu'on aurait pu y passer quand même plusieurs heures d'affilée voilà, d'être contrainte par cette petite heure qu'on passe ensemble et d'avoir partagé avec nous toute ton expertise et tes réflexions sur ces enjeux qui sont profonds. Merci à toutes et tous de nous avoir rejoints sur cet aparté. On vous souhaite une excellente après-midi et puis un petit peu en avance un très bon week-end. Nous, on aura la chance, si vous le souhaitez, de vous retrouver la semaine prochaine pour le prochain aparté qui aura lieu sur le thème du design en conception universelle, qui fait d'ailleurs un petit peu le lien avec certains sujets chatbot, parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir explorer comment le fait de développer certains services pour des personnes en situation de handicap ont permis tout simplement d'innover. Je pense que pour voilà, un certain nombre de nos concitoyens, les chatbots ont pu aussi sauver la vie, un peu moins les codebots, mais les chatbots en tout cas, c'est sûr. Donc voilà, on aura grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci.